Alors, utiles ou nuisibles, nos fameux milliardaires? Nous savions déjà qu'ils ne créent pas d'emplois. Ce sont les carnets de commandes qui les créent. Mais c'est bien pire. Le 25 septembre 2025, une étude de l'INSEE vient de montrer que les grandes entreprises ont détruit, entre 2012 et 2022, 173 000 emplois. Or, la propagande néolibérale voudrait également nous faire croire qu'ils seraient des exemples à suivre et des moteurs de l'économie. À titre d'exemple, le 14 mars 2024, Bernard Arnault accéda à la plus haute dignité de la Légion d'honneur. Cette distinction a été créée par Napoléon pour récompenser les civils et les militaires pour leurs actes et les services rendus à la France. Mais quel service Bernard Arnault a-t-il rendu à la France? Ou est-ce plutôt l'État français qui lui a rendu service en faisant, à l'origine, sa fortune? Et plus encore, avec l'argent des Français qui ont nourri ces milliards pendant 40 ans. C'est ce que nous allons voir. Plus généralement, commençons par un extrait du Monde diplomatique d'octobre 2003. Je cite. À la suite d'une vague de fusion sans précédent, 10 groupes pharmaceutiques se partagent 50% du marché mondial des médicaments, pour le plus grand bénéfice de leurs actionnaires. Ils soulagent la planète et financent la recherche avec le produit des ventes. Voici le visage, lisse et souriant, que les Big Pharma présentent au monde. Mais quelques rides commencent à se creuser. On meurt au sud, faute de médicaments, souvent trop chers. On souffre au nord de surconsommation et d'effets secondaires longtemps passés inaperçus. Pourtant, ces firmes semblent ne connaître aucun contre-pouvoir. Fin de citation. Et c'est ainsi qu'en 2020, la propagation du virus SARS-CoV-2 s'avéra une excellente nouvelle pour ces laboratoires. Des milliards tous les ans et ad vitam aeternam. N'est-il pas temps d'organiser la création d'une structure publique gérant le vivant? Alors voici 10 bonnes raisons, chiffres en main, montrant leur caractère non seulement inutile, mais surtout nuisible. Premièrement, l'activité milliardaire en soi a-t-elle un réel impact sur l'économie? Selon le site Statista, un portail allemand, il y avait en 2000, dans le monde, 470 milliardaires. Et en 2019, 2208. Ce qui représente une forte progression, mais à l'inverse, un pourcentage infinitésimal de la population mondiale. Selon l'ONG Oxfam, 1% de la population mondiale, soit environ 80 millions de citoyens, possède 50% de la richesse mondiale. Or, la proportion des milliardaires face à ces 1% les plus riches est donc de 0,00028%. Et il faudrait que j'ajoute encore 3 zéros après la virgule par rapport à la population mondiale. Insignifiants en nombre, ne le sont-ils pas en termes d'agents économiques? En revanche, selon le site inégalité.fr, le patrimoine mondial en 2013 est estimé à 240 000 milliards et le Figaro.fr/conjecture dit que la fortune mondiale des milliardaires s'élève à près de 9 000 milliards en 2017, soit environ 4% du patrimoine mondial, ce qui est énorme en termes de patrimoine. Il y a donc une disproportion considérable entre leur action économique insignifiante et leur patrimoine. C'est cette confusion qui laisse à penser qu'ils seraient des agents économiques essentiels. Or, que fait un Bernard Arnault durant sa sainte journée depuis 40 ans? De l'entre-soi avec les milieux financiers et politiques pour ajouter des milliards à son premier milliard. Et nous allons voir qu'il a fabriqué son premier milliard en supprimant des emplois, contrairement à la propagande médiatique qui veut nous faire croire le contraire. Deuxièmement, les milliardaires sont-ils des exemples de réussite pour les jeunes? Quelle est la représentation sociale d'un milliardaire?
Un être humain aux poches pleines de milliards? Quand un hagiographe fait l'éloge d'un milliardaire, il omet de mentionner les malveillances sociales de ce dernier, comme les vagues de licenciements, et ne parle que de ces milliards. Des milliards lui permettant de faire grossir le nombre de ces entreprises, comme le fait le groupe LVMH à partir d'un marché de dupes, avec l'argent des Français que nous verrons dans un instant. Une fois en monopole, chacune de ces entreprises suivra le chemin bien connu de l'évasion fiscale et des délocalisations en imposant sa loi au gouvernement. Pensons aux GAFAM. Pensons aussi à BlackRock, qui impose sa loi à la quasi-totalité des conseils d'administration des grandes entreprises mondiales. Son capital est évalué à 9 425 milliards de dollars en juin 2023, soit encore environ 4% du patrimoine mondial, et 3 fois plus que notre dette nationale. Quoi qu'il en soit, du point de vue de l'éducation et de la morale, l'idée même de milliards est en totale contradiction avec un monde supposé devenir sobre, décroissant et moins inégalitaire. Troisièmement, les milliardaires sont-ils utiles ou néfastes pour le peuple? La triste réalité montre que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Les riches ne cessent de s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir. À titre d'exemple, Juan Branco nous dit dans Crépuscule que Bernard Arnault a vu sa fortune personnelle passer de, je cite, 73,2 milliards d'euros en 2018 contre 30,3 milliards en 2016, soit un doublement en moins de 2 ans. Fin de citation. Alors qu'entre 2014 et 2020, le SMIC mensuel est passé de 1128,70 euros à 1219 euros, soit une augmentation de 15 euros par mois chaque année. 15 euros. Le livre Les Prédateurs de Catherine Le Gall et Denis Robert, au sous-titre évocateur Des milliardaires contre les États, nous informe sur les nombreuses manipulations opaques et prédatrices des gouvernants par les milliardaires, dont celle d'Albert Frère, un Belge, et de Paul Desmarais, un Canadien, dans les années 2000. Leur présence au Fouquet's le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy n'est pas sans lien avec la fusion quasi immédiate de GDF-Suez, fusion qui leur rapporta 5 milliards, des milliards accumulés grâce au travail des Français. Et que dire de l'affaire Uramine? Grâce à leur acquisition de mines sans valeur, Anne Lauvergeon les a enrichis de 2,5 milliards, et ce, toujours avec l'argent des Français. Autre exemple, nos deux auteurs nous expliquent comment une filiale de la CDC, Callium, c'est-à-dire Caisse des dépôts et consignations, donc Banque nationale publique au service du peuple français, a acheté en 2007 à un ami de Nicolas Sarkozy la chaîne Quick pour un montant de 760 millions d'euros, un bien incroyablement surévalué. 2 années plus tôt, cette chaîne de fast-food était estimée à seulement 300 millions d'euros. Plus de la moitié, en moins. Ou encore, Luc Besson, ami de Carla Bruni, dont toutes les banques avaient refusé de financer son projet La Cité du cinéma, trouva auprès de la CDC de quoi la réaliser. Comment en effet pourrait-on fabriquer des milliards sans les prendre dans les poches des États, et donc des peuples? Alors retenez bien ceci, ce sont les peuples qui nourrissent les milliardaires, et non l'inverse. Quatrièmement, les milliardaires sont-ils honnêtes envers les peuples? Côté fiscal, ils sont, on le sait, les premiers à utiliser les paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts. Confère le livre d'Antoine Peillon, ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au cœur de l'évasion fiscale. Il est paru en 2012 au Seuil. Pensons aussi au livre de Nicolas Forissier, détaillant les frasques fiscales d'UBS et révélant l'existence de ces fameux carnets du lait, lesquels, je cite, apparaissaient ainsi comme un système de comptabilité occulte qui permettait de faire le suivi de ces répartitions et ainsi calculer les bons bonus en fin d'année.
Au point commercial, cette part variable est souvent bien supérieure à son salaire de base. Comme le dit l'arrêt de la Cour d'appel lors de son procès, UBS a fondé une part de sa réussite mondiale sur la conquête d'une clientèle qui ne respecte pas ses obligations fiscales et à laquelle elle assurait ses services bancaires propices à l'opacité et à la dissimulation. Fin de citation. L'évasion fiscale se compte ici en milliards. Pour Forissier, il s'agit du plus grand scandale de la Ve République. Côté social, Bernard Arnault, encore, racheta en 1986 les entreprises Boussac en décomposition. Mais après avoir reçu un prêt d'1 milliard de francs provenant de l'État français. Le Fakir numéro 58 révèle en 2012 le contenu d'un tract de l'intersyndicale. Il y avait tous les syndicats à ce propos. Et je cite: Arnaud Patron, sans scrupule, se moque de la misère des travailleurs et de leurs familles, sa seule préoccupation étant de se remplir les poches. Fin de citation. Donc, contrairement à son engagement auprès de Mitterrand, il a conservé Dior et licencié le reste. Voilà le vrai visage d'un milliardaire supposé créateur d'emplois. Cinquièmement, les milliardaires sont-ils généreux envers les peuples? Qu'en est-il du très philanthrope Bill Gates? Celui-ci vit sa fortune passer de 56 à 96 milliards de dollars entre 2011 et 2019 via sa bienveillante fondation, venant notamment en aide aux peuples défavorisés d'Afrique. Dans L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates, Lionel Astruc explique comment l'informaticien a conçu le philanthrocapitalisme. Celui-ci consiste à prêter plusieurs millions à des entreprises comme Coca-Cola ou Monsanto, entreprises évidemment au service de l'intérêt général. Astruc détaille le montage financier compliqué et opaque grâce auquel les milliards remontent de la subtile fondation pour rejoindre la poche du milliardaire. Comme le dit si bien Thomas Piketty, ce n'est pas parce qu'on a une très bonne idée à l'âge de 30 ans que l'on doit s'enrichir ensuite sans limite et à perpétuité. En sachant que tout cet argent provient évidemment du porte-monnaie de milliards de consommateurs. Autre exemple, la fondation Louis Vuitton et son musée hors norme bâti à la lisière de Paris pour un montant colossal de 790 millions d'euros, dont 60% a été financé par l'impôt. Une plainte est en cours pour surfacturation du prix du bâtiment qui ne devait coûter à l'origine que 100 millions d'euros, soit 8 fois moins. Publié le 28/11/2018 par le site Le Revenu, je cite: les entreprises du groupe LVMH ont réduit leurs impôts de 518 millions d'euros entre 2007 et 2017 au titre de sommes versées à la fondation Louis Vuitton, a révélé mercredi la Cour des comptes dans un rapport sur le mécénat. Fin de citation. Sixièmement, les milliardaires ont-ils une influence politique sur nos gouvernants? La quasi-totalité de la presse, l'édition et l'audiovisuel français est la propriété d'une poignée de milliardaires. Le service public étant, quant à lui, aux ordres de nos gouvernants, donc de ces mêmes milliardaires. Pire encore, cette presse reçoit chaque année environ 50 millions d'euros de subventions, donc de l'argent provenant encore une fois du peuple français. Et il faut bien sûr ajouter à ceci le bénéfice de la vente des journaux. Combien coûte chaque année aux milliardaires ce pouvoir de contrôle de la presse? Nul ne le sait, mais sans doute pas grand-chose. La caste des milliardaires est donc à la tête de l'ensemble du quatrième pouvoir et contrôle ainsi toute l'information, y compris celle qui pourrait les desservir. Et ceci en collusion avec nos gouvernants, qui contrôlent à leur tour l'information pour nous rouler dans la farine, régulièrement depuis une cinquantaine d'années avec leur rhétorique néolibérale sur la dette et son austérité. À quelle fin les milliardaires français détiennent-ils 90% des médias? Pour maîtriser l'opinion publique, bien sûr. Qui nourrit les milliardaires?
Il faut savoir que pour nourrir un milliardaire en France, il faut 1 million de pauvres. Dans le monde en général, la proportion est de 3 millions pour un milliardaire. Que cela n'oublie jamais qu'ils sont devenus milliardaires grâce au peuple. En effet, le milliardaire veut maîtriser l'opinion car il sait que la survie de ces milliards dépendra du niveau de la colère des peuples. Les sondages lui permettant également de maîtriser les différents mouvements politiques en vue notamment de s'assurer que le gouvernement fera adopter des lois fiscales en sa faveur, ce que le gouvernement Macron s'est empressé de faire dès son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le patronat et Marine Le Pen qui se courtisent. Pour conclure, l'influence d'un milliardaire est donc certaine et néfaste qu'au regard de ses milliards. Septièmement, existe-t-il un exemple spirituel d'enrichissement? Un bel exemple de réussite financière en harmonie avec notre dimension spirituelle, l'entreprise Emmaüs, devenue en un demi-siècle une multinationale au chiffre d'affaires impressionnant. Je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. Qui a permis de sauver des milliers de cabossés de la vie. Un bel exemple aussi de renversement ou de redressement du processus de la chute. Ici, l'appropriation devient humaniste et écologique. L'homme était déjà au centre d'une économie de recyclage, altruiste et donc légitime. Réussite malheureusement ternie par 45 accusations de violences sexuelles à l'encontre de l'abbé Pierre. Mais ça reste un bel exemple qui montre qu'il est possible de structurer des coopératives au service de l'être humain. Huitièmement, contre-exemple religieux. La palme d'or dans ce domaine revient à l'État du Vatican, une théocratie supposée incarner le monde spirituel, et qui aurait fait transiter quelques 600 millions d'euros dans des opérations fort douteuses. C'est du moins ce que révèle début novembre 2019, l'hebdomadaire L'Espresso. Mais cela ne s'arrête pas là. Selon le Point international, je cite, « Ce qui fait désordre est la nature des fonds apportés par le Vatican. Ils auraient pour large partie été ponctionnés dans le denier de Saint-Pierre, qui sert à financer les œuvres caritatives du pape à travers le monde. L'argent des pauvres dormait dans les caisses du Vatican et servait donc à financer des placements peu cohérents avec la doctrine sociale de l'Église. » Fin de citation. Précisons en passant que l'Église est propriétaire de biens immobiliers d'une valeur inestimable sur toute la planète. Rien qu'en Italie, nous dit Mediapart, le Vatican est propriétaire de 115 000 immeubles, 23 000 terrains, 9 000 écoles, 4 000 hôpitaux et centres de soins, ça c'est bien. Le musée du Vatican détient à lui seul 70 000 œuvres, valeur estimée 90 milliards d'euros. La vente de ses billets d'entrée lui apporte 91,3 millions d'euros par an. La Banque du Saint-Siège détient 3,3 milliards d'euros d'obligations, 1,2 milliard d'euros de dépôts, 194 millions d'euros de fonds d'investissement et 100 millions d'euros en actions lui rapportant 86,6 millions d'euros. Là, on est en 2012. Sans parler de ces 2 tonnes d'or, soit le résultat de 17 siècles d'appropriation illégitime. Neuvièmement, comment devient-on milliardaire? 3 méthodes. Premièrement, de son vivant et suite à une invention géniale et commercialisable. Mais à nouveau, ce sont les peuples qui alimentent. Alors qu'Internet, par exemple, a été financé par les universités américaines, donc par l'argent du peuple, avant d'enrichir le secteur privé. Deuxièmement, de son vivant et par corruption des États nationaux. On l'a vu, toujours l'argent des peuples. Troisièmement, par héritage. C'est le plus grand nombre de cas. Mais ce sont alors ces aïeux qui ont volé les peuples, et souvent légalement, car les lois ont toujours été faites d'abord pour les propriétaires dominants. Pensons aux fortunes constituées sur le dos des esclaves et des pays colonisés. Encore une fois, il est impossible de devenir ou de rester milliardaire sans l'argent des peuples. Dixièmement,
Les milliardaires sont-ils donc au final un bien pour les peuples? Ma réponse est donc sans appel, non. Les milliardaires sont, de bien des points de vue, néfastes pour les peuples. Ils ponctionnent comme des sangsues une part inutile de leur force vive et surtout les plongent dans un monde d'illusions où l'extrême richesse côtoie l'extrême pauvreté, comme si ces deux extrêmes seraient la norme. De plus, leurs milliards, insignifiants d'un point de vue économique, ne ruissellent pas et ne ruisselleront jamais sur les peuples. J'insiste, ce sont les peuples qui nourrissent les milliardaires et non l'inverse. Sauf que demain, nos emplois étant supprimés par ou à cause de l'intelligence artificielle et sa robotique, nous deviendrons des inutiles, comme nous appelle M. Harari dans Homo Deus, l'homme-dieu. Dans son chapitre « La classe inutile », je le cite, « L'aubaine technologique à venir permettra probablement de nourrir et d'entretenir ces masses inutiles, sans qu'elles aient même à lever le petit doigt. Mais qu'est-ce qui pourra les tenir occupés et les satisfaire ?» se pose Harari. Les gens ont besoin de faire quelque chose, sous peine de devenir fous. Que feront-ils de leur journée? La drogue ou les jeux vidéo pourraient être une réponse. Les inutiles pourraient passer toujours plus de temps dans les mondes de la réalité virtuelle en 3D, qui leur procurerait bien plus d'excitation et d'intensité émotionnelle que la glauque réalité extérieure. Qu'y a-t-il, poursuit-il, de sacré dans des clochards qui passent leur journée à se gaver d'expériences artificielles dans La La Land? Fin de citation. Bon, le ton est donné. La La Land signifie préférer des rêves impossibles plutôt que de regarder la réalité telle qu'elle est. Voilà le destin que M. Harari nous réserve. D'autant qu'il précise ceci de très intéressant, je le cite. Une telle évolution porterait cependant un coup mortel à la croyance libérale au caractère sacré de la vie et des expériences humaines. Fin de citation. M. Harari pense par exemple que les droits de l'homme sont une illusion, un fantasme. Ce qui m'a intéressé ici, c'est sa vision, certes pessimiste des inutiles, mais très vraisemblable. En conclusion sur ce premier volet comportant 32 podcasts, nous devons comprendre que nous avons un choix décisif entre deux mondes opposés. Celui actuel, qui dure depuis 5000 ans, où ce sont les peuples qui nourrissent les riches, et celui de demain, où ce sera nous qui serons nourris par les mêmes riches, désormais remplacés par l'intelligence artificielle et sa robotique. Inutile d'insister sur la frugalité de nos assiettes. Si nous ne changeons pas de paradigme, si nous ne renversons pas la table au sens littéral, si nous ne repensons pas ce monde à l'endroit, et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Comment? En réalisant que nous possédons tous une dimension sacrée, un cœur d'amour et une conscience exceptionnelle. Et c'est elle qui pourra nous permettre de fraterniser autour d'un projet, d'une utopie réaliste. Tous, c'est 70% de la population, dont une grande partie ont déjà perdu tout espoir. C'est aux battants de leur redonner espoir, de marcher sur l'eau et d'accomplir le miracle de la démocratie. Concrètement, changer notre système économique en imitant la nature, nous l'avons vu. Investir notre capital financier dans les biens communs avec l'argent magique de Stephanie Kelton. Supprimer la spéculation et les rentes financières dérobées au peuple. L'argent, la monnaie, va perdre son caractère de rareté et tendre vers une valeur appropriée, décente et convenable. D'où la disparition symbolique mais nécessaire des milliardaires. Deuxièmement, côté politique, une mutation s'impose également. Si, à l'inverse de ce que M. Harari nous prophétise, nous ne protégeons pas le caractère sacré de la vie unique
et ses multiples formes, ni ne respectons plus les expériences humaines, demain décorrélées de toute rentabilité, à contrario du capitalisme actuel. Nous deviendrons en effet des inutiles. Et le transhumanisme apparaîtra avec ses 20% d'humains augmentés qui détiendront 80% des richesses. Et c'est déjà ce qui se passe, à la différence que le capitalisme actuel a encore besoin de nous pour faire tourner l'économie. En conséquence, côté politique, nous savons quoi faire, prendre notre destin en main. Troisièmement, et pas des moindres, nous ne pourrons opérer cette métamorphose sans avoir réhabilité notre versant spirituel. Pourquoi ? Parce que l'être humain, dans sa forme collective, nécessite une vision, un espoir, un lien fraternel. Jadis ce fut la gloire des survivants aux guerres incessantes, puis les religions et leur morale comme le christianisme, puis l'idée de république fondée sur les supposées liberté, égalité et fraternité. Demain, nous serons frères qu'à la condition d'apercevoir ce que nous sommes tous ensemble, ce que nous partageons en commun, notre versant spirituel, lequel a été dénaturé par les propriétaires dominants depuis 5000 ans. Voilà pourquoi je nous ai fait remonter à cette rupture ontologique avec le règne animal d'il y a 100 000 ans, au moment où nous avons commencé à creuser les tombes de nos amours. Voilà ce que nous sommes. Et c'est précisément cette étude de notre versant spirituel que je vous propose en seconde partie. Si vous arrivez jusqu'ici, je ne peux que vous féliciter. Encore pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.